Je doute qu'un livre écrit en 3 heures sur ChatGPT apporte véritablement de la valeur et soit, de qualité, avec une pensée inédite, construite. Donc je pense que c'est de fait, en fait, la qualité du livre serait trop médiocre pour être publiable. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Chloé Schiltz, qui est responsable du département économie, sciences de gestion et business des éditions Vuibert. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'écriture, d'édition, de livres et d'intelligence artificielle. Est-ce que les écrivains utilisent l'IA? Comment est-ce qu'on gère la sortie d'un livre sur le temps long quand tout change si vite? Quid du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle avec l'IA à portée de main? Tous ces sujets, on va en discuter très en détail et en profondeur. Bonjour Chloé, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, ça va très bien. Écoute, un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et on va commencer par une question très simple pour toi. C'est quoi une maison d'édition? Quel est ton rôle et qu'est-ce que tu fais? Oui, alors une maison d'édition, publie des livres, produit des livres et donc moi, mon rôle en tant que responsable du département, économie-gestion, donc c'est de publier des livres sur ce secteur, pour le marché étudiant, professionnel et grand public, donc c'est-à-dire à la fois des livres plutôt, manuels pour les universitaires, Mhm. des livres, pour les personnes qui sont déjà, dans un contexte professionnel, qui veulent, découvrir des nouvelles choses ou, gagner en compétences ou réfléchir, sur un sujet lié à leur pratique, professionnelle. Et puis grand public avec des sujets du coup là plus larges, qui peuvent toucher, l'efficacité personnelle, le développement personnel, un peu à la frontière, pro perso, puisque les limites, sont les frontières sont plus poreuses, aujourd'hui. Et donc, moi, je participe à définir la ligne éditoriale, c'est-à-dire, vers quoi la maison veut-elle aller, quel profil d'auteur, on veut publier, quel sujet, quel type de livre. Et ensuite, construire le programme, donc identifier les auteurs ou quand on reçoit des projets, savoir lesquels, on souhaite, publier ou pas. Et puis ensuite, accompagner toute la phase, d'écriture du livre, de production, donc c'est-à-dire, mise en page, création de la couverture, jusqu'à l'envoi en impression. Et puis après, on a aussi un rôle sur toute la vie du livre, puisque, une fois que le livre est imprimé, il part en librairie. Donc là, il s'agit d'assurer, la commercialisation, la communication du livre aussi, faire en sorte que le livre, soit toujours en stock et cetera. Donc, voilà, moi je supervise un petit peu tout ça. D'accord. La maison d'édition Vuibert, on est que sur des livres que j'appelle, peut-être à tort, mais non fictionnels, c'est-à-dire c'est pas des romans quoi, c'est vraiment des livres pratiques concrets, hein? Exactement. D'accord. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait le jargon. Nous aussi, on parle de non-fiction, par opposition ou en tout cas pour, différencier Mmh. avec la fiction et donc, c'est tout ce qui va être, livre pratique, essai, roman graph oui, roman ce qu'on appelle roman graphique, mais c'est pas des histoires fictionnelles qu'on publie chez Vuibert, c'est des histoires vraies, voilà, des sujets puisque l'idée, c'est toujours, en fait, d'avoir une vertu, pédagogique. C'est ça la ligne de la maison d'édition Vuibert. D'accord. Peut-être en quelques chiffres, c'est combien de livres, publiés, édités par an? Soit toute la maison d'édition, soit toi dans ton département? Moi, je publie à peu près 60, une soixantaine de livres, 60-65 D'accord. Ah, c'est quand même beaucoup tous les ans? tous les Donc ans. ça fait, en gros, plus de 2 livres par mois? 3 livres par mois? Oui, c'est ça en moyenne. Alors, en sachant qu'il y a des périodes, plus ou moins propices. Par exemple, nous, on ne publie pas, durant l'été, ni, à la période de Noël. Mais ça, c'est vraiment propre à mon rayon. D'accord. Ouais, attends, c'est même plus que ça, ouais, c'est 4-5 livres par mois si tu retires ça, c'est tu dois être bien occupé? Oui, alors après, je suis pas toute seule, on est une équipe pour publier ces livres. On est une équipe de 5 personnes, exactement. D'accord, parfait, très bien. Alors, on va commencer, par parler évidemment d'IA parce que, j'aime bien faire un petit rappel en disant que l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet nouveau. Ça existe depuis, plus d'un demi-siècle, ça a commencé dans les laboratoires de recherche. Sauf qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA grâce ou à cause de ChatGPT et de la révolution d'IA générative. Quand toi, tu as vu débarquer ChatGPT, pour rappel qui est sorti, en version publique fin 2022,
Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que, c'était quoi ta réaction quand tu as vu, ce que pouvait faire l'IA générative? Est-ce que tu t'es dit: «Mince, mon métier est en danger» ou «Le métier de mes auteurs est en danger» ou au contraire, tu t'es dit: «Waouh, il y a peut-être un potentiel, un truc à creuser»? Je suis curieux de savoir c'était quoi ta manière de penser en tout cas? Alors, bon, moi, d'abord, je suis plutôt dans l'expectative, on va dire. C'est-à-dire, j'attends de voir, ce que ça va donner. C'est-à-dire que ma première réaction, ça a été: «Est-ce que c'est une vraie innovation ou est-ce que c'est une bulle spéculative comme, d'autres technologies?» Par exemple, on avait fait tout un pataquès aussi autour du Web3 qui finalement s'est assez vite essoufflé. Alors que on nous l'avait annoncé aussi comme, une grande révolution, à venir. Donc là, l'IA générative, bon, on voit que ça s'installe, plus durablement que le Web3, mais voilà, donc ma première réaction, ça a été plutôt celle-ci. Après, moi, je pense que le livre a encore toute sa place et je crois pas du tout à la mort du livre par rapport aux nouvelles technologies. Par contre, ça nous demande, évidemment de nous adapter, mais comme, les éditeurs se sont adaptés à l'informatique, puis à internet, puis, puis, bah, aujourd'hui à l'intelligence artificielle comme d'autres secteurs. La différence, c'est que nous, on est, une, profession qui, travaille sur l'écrit et sur, la pensée, la diffusion de la pensée. Donc je pense que c'est en ça qu'on est, Mmh. aujourd'hui challengé, pas seulement sur notre, pratique, mais je pense aussi effectivement sur, la perspective en fait de, ce qu'est être auteur, ce qu'est être, éditeur, voilà, quelle est l'évolution aujourd'hui du livre. Mais je pense que le livre a encore, toute sa place, que, justement avec l'intelligence artificielle et ses avantages comme ses limites, le livre a encore plus d'importance sur justement la construction de la pensée, la diffusion, d'idées, et en tant qu'éditeur, bah, la comment dire? La vérification aussi des informations, comment dire? L'esprit critique qu'on doit avoir, et justement, aujourd'hui, il y a tellement de contenu, ce qui existait déjà en fait, avec, les réseaux sociaux par exemple, qui ont aussi challengé, le livre et qui sont aussi une forme de concurrence, au livre, bah, nous, ça nous oblige en fait à penser notre contenu, différemment par rapport à ces contenus, donc que ce soit le contenu court, par exemple, des réseaux sociaux ou du contenu, généré à partir, d'une masse incroyable de données pour, l'intelligence artificielle. Est-ce que les auteurs que tu publies utilisent l'IA générative? Est-ce que, si demain j'écris un livre, en 3 heures, 100 fait par ChatGPT, est-ce que tu le prends? Alors, je ne pense pas que je le prends, pas parce que, je suis contre le principe, mais parce que je doute qu'un livre écrit en 3 heures sur ChatGPT, apporte véritablement de la valeur et soit, de qualité, avec une pensée inédite, et construite. Hem, donc je pense que c'est de fait, en fait, la qualité du livre serait trop médiocre pour être publiable. Mais ça, c'est aujourd'hui et après, évidemment, ça peut évoluer. Même si je pense sincèrement que, écrire un livre, c'est construire une pensée, en fait et ça, une machine, peut pas le faire. Je pense que l'intelligence artificielle a beaucoup de vertus pour, bah, rechercher de l'information et encore, il faut, vérifier cette information, prendre du recul et être vigilant par rapport à l'information qu'elle nous donne. Ça peut être une sorte de sparring partner, à qui on va donner des bouts de texte ou des réflexions et qui va, rebondir pour, nous réfléchir un peu plus, aller plus loin dans sa pensée. Mais, donner un sujet à l'IA, lui dire: «Voilà, je veux écrire là-dessus». Oui, elle va savoir le faire, mais ça va être un contenu très générique, assez creux et finalement, je pense pas qu'il apportera quelque chose de nouveau. Est-ce que toi, avec l'expérience, parce que tu relis des manuscrits, tapuscrits, je sais même pas comment on dit aujourd'hui, mais est-ce que tu as cette capacité à identifier des passages écrits justement par, l'IA générative, par ChatGPT? Dans les formules de phrases, dans les mots utilisés, est-ce que tu dis: «Oh, là, c'est pas l'auteur, c'est l'IA»? Oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir des suspicions sur
sur des textes, et d'en parler avec l'auteur et souvent nos suspicions étaient, avérées. Mmh. Bah, déjà oui, il y a un style, assez identifiable avec des types de langage, des adverbes, des constructions de phrases qui sont assez, typiques et puis, des mises en forme aussi assez typiques. Et puis, bah, en fait, très vite aussi, même si on se dit pas: «Ça, c'est de l'IA», mais ça peut nous arriver de dire à un auteur: «Bah, ce passage-là, dans le livre ne convient pas. On trouve qu'il est plus faible, par exemple, par rapport, à tel paragraphe au-dessus» et ça peut être aussi un marqueur, de l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est surtout lié au style assez marqué aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et donc l'IA, je comprends que c'est pas forcément simple pour, l'utiliser pour écrire le livre. En revanche, elle peut être utilisée pour, comment dire? Relire, vérifier les coquilles, les erreurs, faire une sorte de première passe de vérification au niveau de l'orthographe et de la grammaire, par exemple? Oui, ça peut être une utilisation. Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que, il y a cette utilité, sur certaines, intelligences artificielles. Donc à ce niveau-là, pourquoi pas? Je pense que ça peut être aussi, un bon outil, pour, un brainstorming, par exemple, pour trouver, une formulation. Si on bloque, je sais pas moi, sur un titre, sur un paragraphe en particulier qu'on n'arrive pas à fluidifier, pardon. Ou je sais qu'il y a certains auteurs aussi qui posent la question, genre, est-ce que ma définition est suffisamment claire pour un débutant ou voilà, qui vont venir en fait un peu chercher la critique de leur contenu dans le but de l'améliorer. Et ça, pourquoi pas. On sait aujourd'hui que les moteurs d'intelligence artificielle, les LLM, d'intelligence artificielle générative, se basent sur toutes les données qui existent sur le web, et notamment dans les livres. Ma question, c'est les livres que vous publiez, est-ce qu'ils sont faits pour être lus par des humains ou est-ce qu'ils sont aussi faits pour être lus par une IA? Est-ce que, par exemple, dans l'écriture, on peut se dire, ce livre-là ou ce passage-là, il va être utile parce que l'IA va pouvoir apprendre des choses dessus et derrière on va pouvoir s'en servir? Alors pas du tout. Nous, on est vraiment, on écrit des livres pour des êtres humains, pour que des personnes s'en emparent, le lisent, réfléchissent. Encore une fois, bah, ils trouvent quelque chose, comment dire? Se développent intellectuellement, émotionnellement, peu importe, voilà, mais c'est vraiment pour un lecteur, humain. Et au contraire, aujourd'hui, le monde du livre a plutôt, en ce moment comme mission de protéger finalement, les livres de l'intelligence artificielle pour protéger la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Donc on est plutôt à l'opposé de, faire un livre pour alimenter une intelligence artificielle. D'accord, mais comment on fait ça? Je veux dire, le marché de l'édition a eu beaucoup de défis dans le passé. Je repense il y a 10-20 ans, il y a eu toutes ces questions de piratage, ces ouvrages qu'on pouvait trouver quasiment en libre accès, sur les plateformes, en téléchargement libre ou presque. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'IA, où les robots viennent pomper, tout ce qui se passe, dans les livres justement pour améliorer leur programme. C'est quand même des défis importants pour vous en tant que maison d'édition? Oui, c'est des défis importants pour le secteur du livre, au sens large et comme je le disais pour le droit d'auteur et bah, en fait, l'IA a pour l'instant pillé les livres donc et ça sans que les maisons d'édition le sachent puisque en fait, ils ont commencé à travailler et à créer l'intelligence artificielle, enfin les entreprises, les créateurs d'intelligence artificielle ont commencé à travailler pour, le développement de l'intelligence artificielle sur des textes sans l'accord ni des auteurs, ni des maisons d'édition et sans le faire savoir. Donc en fait, on peut dire qu'il y a eu un vol de textes et donc là, la profession, enfin le monde du livre est plutôt en réaction. Donc c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en Europe, il y a des procès et en France aussi, il y a des procès qui sont intentés, à Meta, OpenAI et cetera. Aujourd'hui, il y a des discussions, à l'échelle européenne, entre, les États et bah, ces entreprises pour, essayer de trouver des accords, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé,
Donc, bah, les États sont plutôt en train de légiférer. Donc, il y a déjà une législation qui existe. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des procès qui ont été ouverts. Mais l'idée, c'est de bah, légiférer pour qu'il y ait plus de transparence sur quels textes sont utilisés par les intelligences artificielles. Et puis, bah, pour rémunérer en fait les auteurs, puisque Heu, ben, les auteurs se rémunèrent sur leurs textes. Mmh. J'ai lu un roman il y a pas très longtemps, c'est vraiment un roman grand public, et tu sais quand tu ouvres un roman, tu as toujours en fait, juste après la couverture, une petite note en disant en gros, «Interdit de photocopier sans, l'autorisation de la maison d'édition de l'auteur» et cetera. Et là, depuis peu, je vois arriver, une nouvelle mention qui dit que cet ouvrage ne peut pas servir à entraîner des moteurs d'intelligence artificielle générative. J'ai l'impression que c'est un peu une nouveauté qu'on voyait pas ça évidemment il y a 5-6 ans, parce que ça n'existait pas. Mais, les maisons d'édition mettent cette mention pour prévenir un peu, alors soit les robots, soit les humains, qu'il faut pas utiliser le contenu de ce livre. Oui, bah, de toute façon, le monde du livre, s'adapte. Alors, moi, je l'ai encore, pas vu, mais je pense que ça va se démocratiser, en fait, de la même façon que les sites internet commencent à intégrer aussi cette mention, dans leur, comment on dit? Dans leur, système, enfin, je sais pas comment on dit, pour justement interdire les robots de lire les textes. Bah, je pense que oui, ça va être la même chose, sur le livre. Alors, sur le livre papier, je pense que le risque, il est peu présent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a pas encore cette mention sur le livre papier. En revanche, le livre numérique, lui est concerné et je pense qu'il y a des techniques, notamment dans les métadonnées pour, empêcher, l'utilisation des contenus par l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, au quotidien, tu utilises l'intelligence artificielle dans le cadre de ton travail, en tant que, responsable d'édition chez Vuibert? Alors je l'utilise assez peu, mais ça peut m'arriver. Bah, par exemple, si je bloque sur un titre et que, voilà, en brainstormant avec les auteurs, on n'y arrive pas, bon, bah, là, je peux me dire: «Bon, je vais voir, ce que l'intelligence artificielle, me propose». Sinon au final, si peut-être un peu parce que j'écris un peu sur LinkedIn, donc quand je suis un peu, à court d'idées, j enfin voilà, j'ai déjà essayé pareil de brainstormer pour trouver des questions, des idées à traiter, mais au final enfin ça a été assez peu, concluant. J'avais fait quelques tests aussi de recherche, par exemple, voir si, ChatGPT, pourrait, déterrer certains, best-sellers, par exemple anglo-saxons qui seraient passés sous mon radar. Mais j'ai rien Mmh. trouvé, de pertinent. Enfin, en tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai pas eu, De cas d'usage vraiment utile pour toi, de résultats satisfaisants. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent un peu plus, par exemple pour, les aider aussi dans la rédaction de Mmh. textes quatrième ou, ce genre de choses. Mais voilà, moi, j'avoue que pour l'instant, je l'utilise pas trop parce que, j'ai envie de garder mon comment dire? Mon exercice mental, en fait. Moi, ça me plaît de réfléchir, voilà, de laisser, poser les choses, bah, d'écrire, de rédiger, de me confronter, en fait, voilà, aux idées, aux textes, et du coup, bah, c'est vrai que, je vais pas avoir cette utilisation-là, du coup, de l'intelligence artificielle. Et après, bah, là, dans les maisons en tout cas dans notre maison d'édition, on en est un peu au début, de aussi comment on peut utiliser l'intelligence artificielle puisque je pense que quand l'outil sera un peu plus développé et qu'on sera sûr que nos données sont protégées, on pourra peut-être davantage, l'utiliser, par exemple à des fins, de communication pour, je sais pas moi, rédiger un premier jet, d'argumentaire pour les journalistes ou ce genre de choses. Hem, mais en fait, pour ça, il faut s'assurer que si on met, le contenu d'un livre dans, l'outil d'intelligence artificielle, il faut qu'on en reste propriétaire et pour l'instant, on n'a pas cette garantie-là. Donc ça limite aussi, forcément notre usage, au quotidien. D'accord.
Est-ce que les auteurs te parlent d'IA, quand tu les rencontres pour la première fois ou dans le cadre de la collaboration? Est-ce que c'est un sujet qui est un peu tabou ou est-ce que, vous en parlez très librement? Ça dépend, après moi j'ai plutôt tendance à l'aborder parce que ça existe et que ça sert à rien de fermer les yeux et du coup, bah, autant en parler tout de suite et moi je vais plus avoir un rôle finalement de prévention. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, c'est OK, mais attention à la manière dont vous l'utilisez pour que ce soit pertinent et hem et pas, que ce soit, à l'inverse, néfaste pour le livre, en fait. Donc je vais plus avoir ce genre de discussion-là sur, voilà, les points de vigilance finalement, à adopter avec l'IA. D'accord, tu n'interdis pas l'usage de l'IA et c'est pas un carton rouge parce que tu as un auteur qui à un moment donné te dit: «Bah, j'ai utilisé un peu l'IA pour faire ça ou pour, m'aider à rédiger» et cetera? Non, 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 en fait, à partir du moment où la pensée, elle est originale, le contenu est original et pertinent, c'est ça en fait, le plus important. Ce qui compte, c'est le résultat et le livre fini. Donc si l'auteur, pour y arriver, sait aider de l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Encore une fois, à partir du moment où, son texte reste original et pertinent et fruit de sa créativité et de la construction de sa propre pensée, en fait. Aujourd'hui, avec l'IA, on s'aperçoit que le monde va notamment le monde du business, va quand même très, très vite. Il y a plein de choses qui bougent en termes de technologie, en termes d'usage et cetera. Comment est-ce que tu réconcilies le temps long de la réflexion, de l'écriture, de la publication d'un livre et la réalité du quotidien du business? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'à un moment donné, tu publies ton livre, puis une semaine après, il est obsolète, tu vois? C'est que je m'interroge sur cette espèce de dichotomie entre Oui, ces deux bah, sujets. justement, notre, métier, c'est de faire des livres pérennes. Donc c'est tout l'enjeu sur des Mhm. sujets un peu, technologiques, effectivement. La première chose, ça va être d'identifier si la tendance, justement, c'est une tendance longue. Parce qu'entre le moment où on va lancer l'écriture d'un livre et le moment où il va être publié, il va se passer plusieurs mois, voire, 1 an. Alors, on peut, pour des sujets vraiment très chauds d'actualité, accélérer le processus, mais ça va être ponctuel et le but, c'est pas de faire, voilà, des livres qui vont être viables, 1 mois, 2 mois et puis, terminer leur vie. Nous, notre but, c'est vraiment que le livre, bah, puisse être pérenne, au moins 1 an, 2 ans, voire plus. Après, on peut le mettre à jour pour qu'il pour que sa durée de vie, augmente, encore, mais voilà. Donc, pour écrire sur un sujet technologique, ça veut dire que en fait, il faut avoir une analyse, une méthode, une prise de hauteur, un retour d'expérience qui va, porter sur, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle, mais pas forcément sur l'outil en tant que tel. C'est-à-dire que, ça fait pas sens, par exemple, de faire un livre, sur, comment utiliser, ChatGPT 4, parce qu'on sait que demain, il y aura ChatGPT 5. Par contre, je sais pas moi, quelle posture adopter vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Quelle, analyse avoir en tant qu'entreprise, sur cet outil? Comment l'inclure par exemple dans sa stratégie? Comment voir long terme? Parce qu'on connaît aussi toutes les limites, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc voilà, comment faire face à ces facteurs de risque par exemple? Je sais pas comment prompter, ça peut être aussi, un angle intéressant si on propose une mécanique de prompt plus que, comment, l'écrire, dans l'outil. Voilà, c'est ça qui va faire que, bah, le livre, il va avoir une utilité sur du long terme et qui va pas, se retrouver, obsolète, en quelque temps. Par exemple, c'est la même chose, je pense au référencement et au SEO, qui est complètement bousculé aussi par l'intelligence artificielle. Hem, Bah, enfin, là, c'est pareil, en fait, c'est une thématique qui évolue très vite, et donc faire un livre sur le sujet, ça peut vite être obsolète, sauf si, on donne, au lecteur des clés pour, réfléchir à la manière dont il va l'intégrer dans son business, comment comprendre ce que c'est le SEO, à quoi il doit réfléchir, voilà, plus que, comment, rentrer son mot-clé, pour que, Google, le voit, quoi. Avec l'intelligence artificielle,
quand je parle à certains de mes invités qui s'intéressent notamment au monde de l'édition, parfois j'entends des gens me dire que les manuscrits, les livres qu'on lit, ce qu'on voit en ligne, c'est un ton qui est plus lisse, qui est moins incarné. Les idées sont assez classiques parce que l'IA ne fait que réécrire à partir de ce qu'elle connaît déjà. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que toi aussi tu vois apparaître quelque part une pensée qui est peut-être moins structurée, moins sophistiquée parce que les auteurs utilisent, l'IA et se challengent un petit peu moins? À la fois dans le fond et dans la forme, tu vois? Dans les messages à faire passer et dans la manière dont ils sont écrits. Moi, je l'ai pas trop vu encore. C'est quelque chose que je constate pas mal sur, les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Après dans les livres, je partage pas forcément ce point de vue et au contraire, je trouve que, bah, justement l'atout d'un livre et là où le rôle de l'auteur et de l'éditeur est vraiment important, c'est justement d'incarner, le propos, et de construire un raisonnement, voilà, encore une fois, nouveau, qui va donner toute la valeur au livre et en fait, nous, en tant qu'éditeurs, ce qu'on va chercher, c'est ça, c'est que l'auteur donne le maximum, en fait, de lui-même, faire en sorte que le texte soit le meilleur possible et nous, bah, on vient voilà, bah, quand on relit, en fait, un texte, on va justement faire en sorte que l'auteur aille au fond des choses, que son propos soit incarné, que ce soit sourcé, référencé, et que bah, voilà, il donne vraiment le meilleur de ce qu'il peut donner. Et donc nous, je trouve qu'on a en tant qu'éditeur un rôle justement à faire en sorte que la pensée ne soit pas lisse. Alors après, ça veut pas dire qu'elle doit être polarisé comme c'est le cas sur les réseaux sociaux. Et je trouve que justement le livre a cette vertu peut-être d'apporter de la nuance, parce que par rapport à des contenus courts où on va chercher en plus à plaire à l'algorithme, donc on va justement chercher à créer comment dire, de la réaction, donc à peut-être avoir un point de vue très tranché. Là où dans un livre, on peut davantage nuancer et être un peu plus équilibré, mais ça veut pas dire qu'on est lisse. Ça veut juste dire que on apporte voilà un éclairage qui n'est pas blanc ou noir, mais qui tout en ayant un parti pris et un point de vue, peut quand même apporter de la nuance. Et ça, je trouve que c'est la vertu du livre, parce que c'est un contenu long par rapport à un contenu court. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir un peu le ratio. Tu combien de manuscrits qu'on t'envoie ou combien de propositions de livres et combien sont réellement édités derrière? C'est quoi? C'est 1%, 10%, 50%? Je sais pas si tu as une échelle de valeur en tout cas à nous transmettre? Ouais, alors, je pense qu'à l'échelle du secteur du livre, c'est effectivement proche des 1%, parce qu'on reçoit énormément de projets. Alors, en littérature, encore plus que en non-fiction, mais moi, j'en reçois plusieurs par jour, et je pense que j'en publie même pas un sur 10. D'accord. C'est quand même plus important. Je veux dire dans l'édition, genre type littérature, roman et cetera, on est sur 1%. Dans ton cas, on est plus proche des 10%, c'est ça? Oui, je saurais pas dire, exactement, mais vraiment alors, en plus, il y a 2 comment dire? Il y a plusieurs, circuits pour recevoir un manuscrit. Il y a celui qui va nous être transmis, on va dire vraiment de manière très spontanée, Mmh. sans avoir, discuté avec l'éditeur, pardon, et qui va proposer son texte. Alors ça nous arrive peut-être, je sais pas, j'ai peut-être, 2-3 livres, dans mon programme qui vont être sélectionnés comme ça. En candidature C'est-à-dire spontanée en quelque sorte, hein. voilà, exactement, où je vais me dire: «Ah bah oui, là, franchement, le projet, il me plaît. J'ai pas encore, ce sujet à mon catalogue, il est pertinent, l'auteur, a toute la légitimité, l'expertise, adéquate». En gros, enfin voilà, tous les critères sont réunis pour que j'ai envie de le publier. Je pense que oui, dans mon programme, sur les 60-65, j'ai 2-3 titres comme ça. Et ensuite, il y a un autre canal, aujourd'hui, qui va être, bah, soit, de la recommandation, par exemple, d'auteurs, qui nous ont, qu'on a déjà publiés, avec qui l'expérience a été positive et qui vont nous dire: «Bah, voilà, je connais, telle personne, qui a envie de publier». Heu
Donc là, le ratio, il est peut-être un peu plus important déjà parce que les personnes qu'on nous recommande, bah, il y a enfin, généralement, les gens recommandent des personnes, en qui ils ont confiance et dont ils jugent, l'expertise, pertinente et cetera. Donc il y a déjà, on va dire, ça de, enfin, ce critère en tout cas de rempli. Et puis, aussi, bah, ça veut dire que la, personne qui écrit, elle a pu échanger déjà avec d'autres auteurs, par exemple, hem, ou en tout cas que son projet est un peu, mûri, mais pas encore totalement écrit. Et donc là, pour nous, ça peut être intéressant parce que du coup, le livre, il est co-construit, en Est-ce que fait. tu as déjà regretté d'avoir édité un livre? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Ah, celui-ci, j'aurais pas dû le sortir parce que» alors soit il a pas marché, soit le sujet a posteriori était pas si impactant que ça? Alors on peut, se tromper, il y a des livres qui ne marchent pas, beaucoup de livres d'ailleurs qui ne marchent pas. En fait, l'économie du livre, c'est ça, c'est quelques livres qui marchent qui, portent en fait, tout le secteur. Mais un livre qui ne marche pas, c'est pas forcément un livre qu'on n'aurait pas dû publier. Après, ça peut m'arriver bien sûr de me dire, bon bah, finalement oui, je me suis trompée, ce sujet-là que je pensais, évident, bah, en fait, l'a pas été. Après regretter de publier un livre, non. Par contre, ça m'est déjà arrivé de déséditer un livre, c'est-à-dire que c'est très rare, mais ça peut arriver soit parce que finalement on se rend compte, à la remise du manuscrit qu'en fait on n'est plus aligné, avec l'auteur et que, par exemple, l'angle qu'on avait défini au départ, le positionnement en fait, ne correspond pas et donc bah, dans ce cas, autant, enfin, il faut s'arrêter quoi. Soit parce qu'un texte n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait et donc à ce moment-là de se dire: «Bah non, on le». Déséditer un livre, ça veut dire arrêter le processus de publication d'édition avant qu'il soit imprimé? Ou cette même des fois, il est à l'imprimerie, tu dis: «Bah stop, on arrête tout», Ah non, non, c'est avant l'impression. Une fois qu'il est imprimé, on va jusqu'au bout. Mais par contre, on peut signer un contrat en fait, avec, quelqu'un sur un projet. On n'a pas encore lu le manuscrit et quand le manuscrit arrive, là de se dire: «Bah, en fait non, on n'est plus alignés» ou voilà, ou le manuscrit correspond pas à ce que nous on attendait et à ce moment-là, on rompt la relation, on rompt le contrat, quoi. Il y a un des points, pour lequel l'IA est souvent très utilisée, c'est la recherche d'informations, de sources, de data, de statistiques, de chiffres clés. Sauf qu'en réalité, on se rend compte aussi que l'IA hallucine beaucoup. Parfois, elle fabrique des fausses informations, des fausses données, des fausses études, et qui se retrouvent parfois dans les livres ou dans les articles. Est-ce que c'est un problème pour toi? Est-ce que quand les auteurs sourcent leurs chiffres, leurs études, tu vérifies systématiquement? Est-ce que tu as déjà vu des fausses études? Je suis curieuse si tu peux élaborer un peu sur ce concept de d'hallucination, de fausses data, construites par l'IA? Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, de base, le fact-checking, donc la vérification d'informations, c'est un des rôles de l'éditeur. Mmh. On se doit d'être garant de la véracité des informations et donc c'est pour ça que, on on demande aux auteurs de sourcer, leurs informations, donc tous les chiffres qui vont être, donnés, les faits qui vont être avancés doivent être sourcés et nous, on vérifie les sources et que l'information se trouve bien dans la source. Donc avec l'IA, je pense que ce rôle-là est encore plus important, et qu'on doit être encore plus exigeant, sur la vérification effectivement des informations du fait de ce biais-là. Et et pour l'anecdote, il y a, comment, éditeurs, on est confrontés à ça, mais les libraires et les bibliothécaires sont aussi confrontés à ça, puisqu'on vient leur demander, en fait, des livres qui n'existent pas. Oui, parce que, bah, justement, comme tu dis, en fait, des gens cherchent une bibliographie sur ChatGPT, vont dire: «Voilà, trouve-moi un livre sur le sujet» et si ChatGPT ne trouve pas de livre sur le sujet, il va t'en inventer un et donc toi, tu vas aller, chez ton libraire ou chez ton bibliothécaire lui dire: «Bah, voilà, je veux ce livre-là», sauf qu'en fait, ce livre, n'existe pas. Je rebondis d'ailleurs sur ce sujet, j'en ai parlé dans un précédent épisode, ça devait être l'été dernier où le un journal américain, ça doit être à Chicago je crois, avait présenté une liste des romans à lire pendant l'été et dans cette liste, il y en avait une dizaine qui n'existaient pas et en fait, c'était un article qui avait été rédigé par un pigiste qui avait sous-traité ça avec l'IA et cetera
aucun filtre, aucune révision, aucun contrôle et ça a été publié tel quel et les gens se sont rendus compte que parmi les livres conseillés par, ce journal de Chicago, journal très connu, en réalité, tu en avais certains qui n'existaient pas du tout et du coup, ça me ça je te pose la question par rapport aux mécanismes de contrôle, contrôle qualité, vérification. Est-ce que vous avez renforcé ces mécanismes-là, ces process-là? Et est-ce que l'IA vous a poussé justement à être très, très, très vigilant, alors que vous l'étiez peut-être un petit peu moins avant? Moi, je sais qu'en tout cas, personnellement, j'ai toujours été très vigilante là-dessus et je fais la guerre à mes auteurs, pour sourcer leurs informations et je pense que c'est le comment dire? Le nombre de commentaires le plus important que je peux mettre dans un manuscrit, c'est vraiment: «Où est la source? Où est la source? Où est la source?» parce que c'est pas forcément un réflexe qu'on a, en fait, quand on lit, on va prendre des notes et on ensuite on va, construire sa pensée à partir de ça et du coup, on va se dire: «Bon, bah, voilà, c'est OK» ou on va, comment dire? En fait, vérifier ces informations, c'est aussi un travail de journaliste. Donc, en tant qu'auteur, on n'est pas forcément, journaliste et donc on va prendre une information parce que, on l'a trouvée dans un article, par exemple, mais encore faut-il aller vérifier que l'article lui-même a bien sourcé, l'information et que tout ça s'appuie bien, sur une étude et non, juste une rumeur ou voilà. Et donc oui, moi ça me demande d'être exigeante avec les auteurs et de forcer les auteurs à être exigeants sur la source et sur la source première en fait, de l'information. Donc c'est voilà, après c'est notre rôle depuis le enfin voilà, avant même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, encore plus peut-être, mais ça l'était oui, ça l'était déjà avant et puis, bah, après je pense que, bah, typiquement ce que tu, relèves, bah, ça démontre une faille, peut-être, dans les process qu'il faut revoir en fait. Mais en tout cas nous on n'a pas forcément de process de vérification, mais, on demande c'est des consignes dans les relectures à nos correcteurs, correctrices, de vérifier les informations. Comment est-ce qu'on fait pour devenir le nouveau Simon Sinek, qui a écrit Start with Why ou, le nouveau, Timothy Ferriss qui a écrit, The 4 Hour Work Week, la semaine de 4 heures? Comment est-ce qu'on transforme un livre business en best-seller? C'est quoi la recette? Alors s'il y avait une recette, on l'appliquerait tous et donc on ne ferait que des J'imagine. best-sellers. Malheureusement, il y a pas de recette, mais en fait, c'est un concours de facteurs. C'est à la fois, évidemment, un bon sujet au bon moment, parce que le timing est aussi, important. Un bon livre quand même, voilà avec, qui répond à un besoin, de son lecteur, en tout cas pour les livres, dont on parle. Avec, une solution, une écriture, qui sont pertinentes et qui vont du coup trouver, leur public et après ça va être aussi, un auteur, qui va non seulement avoir de l'expertise, mais qui va aussi avoir de la visibilité, qui va aussi être dynamique, dans la communication de son livre, qui va, voilà travailler à faire qu'il soit visible parce qu'aujourd'hui on a énormément de choses qui nous sont proposées donc pour faire connaître un livre, forcément, il faut, de la patience, il faut de la détermination et donc c'est ça aussi qui va faire que, un livre va se transformer en best-seller. Un best-seller, ça prend du temps aussi. C'est rare qu'un best-seller se crée, du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais c'est pas non plus, la règle, majeure. Souvent, c'est aussi du bouche à oreille, c'est aussi, un temps oui, plus long sur quelques mois, quelques semaines, en fait. D'accord. Est-ce que tu constates, toi, des différences culturelles entre ce qui sort en Amérique du Nord, par exemple, et ce qui sort en France? Parfois, ce que j'entends dire, c'est que les livres, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est, beaucoup de storytelling pour un fond qui est un peu limité. En gros, il y a une idée, il y a une bonne idée et elle est ressassée, restructurée, réexpliquée pendant 200 pages, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus court. Mais parce qu'il y a un bon storytelling. Heu, alors que la France, j'ai l'impression que la construction intellectuelle est un peu différente, tu vois? Il faut d'abord des idées et le contexte, l'histoire à raconter est moins importante. Est-ce que tu constates ce mécanisme?
Alors, oui, après, je trouve que la littérature française est quand même en train de se rapprocher un peu de la littérature, américaine, enfin, mais oui, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire que, la manière de construire d'un livre et aux États-Unis, c'est clairement une idée très forte, beaucoup de storytelling et ensuite elle est, développée. Hem, des fois d'ailleurs, ça peut être la faiblesse d'un livre, anglo-saxon. Mmh. En France, on a moins ça, mais le storytelling prend quand même de plus en plus, de place aussi dans notre, société et aujourd'hui, je pense qu'un bon livre, c'est aussi un livre qui a un bon storytelling. Donc je pense qu'on s'en rapproche aussi parce que, bah, les lecteurs de livres business sont des lecteurs aussi de livres business anglo-saxons, donc ils ont aussi cette, cette culture finalement et cette, habitude. Après voilà, en France, on n'est pas effectivement, au modèle américain. Je pense qu'il y a des choses positives à en prendre, et trouver le bon équilibre en fait entre, effectivement la manière dont nous on conçoit un livre, l'exigence qu'on a sur, le fond, le contenu qui doit être, assez riche et c'est ce que les lecteurs attendent aussi, d'un livre. Après je pense que si, en lisant un livre, on en ressort 2 3 idées très fortes qui vont être un game changer pour son business et qu'on va vraiment appliquer, bon, bah, je pense que le livre, il a déjà rempli son rôle. Est-ce qu'on peut prendre du plaisir à lire un livre business ou est-ce qu'il faut que ça soit une forme de contrainte, parce que, tu connectes ça à ton boulot, à ton quotidien, au stress que le travail peut générer, Non, ça doit rester, enfin, oui, ça doit rester du plaisir. Enfin, j'espère que c'est du plaisir. En tout cas, nous, on essaye de publier des livres qui ont du fond, mais qui sont pas pénibles à lire. Et justement, Mmh. mon rôle aussi, en tant qu'éditrice, c'est de veiller à ce que la lecture, elle soit fluide, à ce que elle soit dynamique. Et ça, on va vraiment travailler avec les auteurs en ce sens pour que le livre, il soit agréable à lire, pour qu'il parle à son lecteur. Alors certes, des fois ça peut être des sujets un peu difficiles, par exemple si on parle de burn-out hem, ou par ex enfin voilà, ou des personnes qui auraient besoin de se reconvertir par exemple, mais pas forcément, de manière, volontaire ou, qui a des problèmes de management, des conflits dans son travail et cetera. Ça peut partir d'un point de douleur, mais, le livre doit pas être, difficile à lire et le but du livre, c'est justement d'améliorer et de proposer une issue à ce problème. Donc faut que ce soit positif. Enfin, en tout cas, voilà, on travaille à ce que nos livres soient agréables à lire. En tant que maison d'édition, vous éditez aussi des livres étrangers, je suppose en tout cas? C'est pas que des choses originales. Est-ce que c'est toi qui fais ce choix? Est-ce que tu filtres un peu, ce qui fonctionne bien à l'étranger pour te dire: «Tiens, celui-ci je vais le prendre et je vais le traduire» et ma question par rapport à ça, c'est toujours revenir sur l'IA. Est-ce que l'IA te sert à traduire, adapter, localiser ou comment ça se passe? C'est quoi ce processus? Alors pour, trouver des livres à traduire, je vais faire une veille, personnelle donc sur Amazon, sur, des éditeurs, étrangers que j'ai identifiés. Mais j'ai aussi un réseau d'agents avec qui je travaille Mmh. en étroite collaboration qui, eux, vont m'alerter en fait, régulièrement des nouveautés, hem, bah, dans leur pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est comme ça que je vais sélectionner des livres à traduire. Ça peut être aussi les traducteurs qui nous proposent, des livres, c'est plus rare, mais ils peuvent aussi avoir identifié, un livre qu'ils trouvent intéressant et nous le proposer. Et après par contre, on n'utilise pas du tout l'IA pour traduire des livres. D'ailleurs dans les contrats apparaissent des clauses, qui nous interdisent d'utiliser l'IA. Bah, je pense toujours pour la même raison de, protection de la propriété intellectuelle, du contenu, du droit d'auteur, puisque si on met un livre dans un outil d'IA, encore une fois, ça veut dire qu'on donne son contenu à l'IA et donc pour enfin, ce n'est pas possible, enfin, c'est pas OK. Et puis je pense qu'il faut pas, sous-estimer les compétences et la technicité, en fait, que requiert, une traduction. Parce que traduire une phrase, traduire enfin, en tout cas un texte, un livre,
c'est pas juste, remplacer, un mot par un autre. En fait, un mot dans une langue, il a un sens qui est dense. C'est pas juste, un mot égale, un autre et en fait, derrière un mot, il peut y avoir, déjà des réalités différentes et puis un sens, oui, un sens très large, parfois un double sens, parfois, voilà et donc tout l'art, du traducteur, ça va être de comprendre ce que l'auteur, pardon, a voulu dire et de le retranscrire en fait, avec toute sa richesse, de la manière la plus juste et en plus en respectant, le style, le ton, l'atmosphère qu'a créé l'auteur. Donc voilà, ça c'est pas juste, voilà remplacer une phrase, par une autre, c'est aussi interpréter, faire des choix, avoir des partis pris aussi sur, quelle terminologie je vais, utiliser ou pas, voilà. D'accord, intéressant. Qu'est-ce qui te plaît, Chloé, dans ton travail? Pourquoi tu te lèves le matin? Alors déjà pour, rencontrer des gens, parce que je trouve que c'est la richesse de mon métier, c'est qu'en fait, je tous les jours, je discute et je rencontre, des gens qui sont, brillants, très intéressants dans leur domaine et donc moi j'apprends en fait, sur beaucoup de sujets, au quotidien et en plus, ça me permet de comprendre aussi, la société, d'être, enfin de en tout cas de voir comment la société, évolue, de participer un peu aussi, au débat, de la société et aujourd'hui, le sens que je donne à ce métier, bah, c'est un peu ce qu'on disait, au début. Pour moi, c'est voilà, diffuser une pensée, contribuer à alimenter, les idées, le débat, la réflexion, continuer à voilà, à faire que, les gens grandissent et avec eux la société, Et à quoi. l'inverse, est-ce qu'il y a des situations qui t'empêchent de trouver le sommeil? Je sais pas, est-ce que tu es stressé au moment où un livre sort en librairie, quand tu regardes les chiffres du premier mois de vente et cetera? Non, je suis pas stressée, dans le sens où, de toute façon, en fait, c'est tellement la règle dans notre métier que certains livres fonctionnent et que d'autres ne fonctionnent pas. On est habitué à avoir des bons chiffres et des moins bons chiffres. Voilà, après forcément, on a des attentes. Il y a des livres, sur lesquels on a plus d'enjeux et donc et donc forcément, où je vais avoir plus, voilà, plus, d'attentes. Non, je pense que le plus gros stress finalement, il est assez simple, c'est, la faute d'orthographe, sur une couverture ou, voilà, quelque chose qu'on a laissé passer et qui vient anéantir en fait tout le travail qu'on a fait. Voilà, je pense que c'est plus ça, le stress. Après ça peut être un stress lié à des moments particuliers, par exemple quand il y a un événement précis, et qu'on a besoin que le livre soit livré à temps et que, la livraison peut prendre du retard, pour, de nombreux, aléas, sur lesquels on n'a pas la main. Ça peut être générateur de stress. D'accord, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Chloé. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prête? Allez, Alors, en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter la question de Marie Potel, qui est cofondatrice et directrice générale de Fair Patterns, qui est une start-up qui cherche à identifier et éliminer les dark patterns en ligne. On écoute sa question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de tâche ton prochain invité ne voudrait pas déléguer à une IA. alors, bah, franchement, j'ai envie de dire la plupart des tâches que je fais, j'ai pas envie de déléguer la recherche de sujets la veille, j'ai pas envie de déléguer la relecture, parce que c'est ce que je préfère, dans mon métier. Ok, parfait. Bah, écoute, c'est très clair, très simple, très concis. Et Chloé, à toi maintenant, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? J'aurais envie de savoir, la dernière chose qui l'a ému. D'accord, parfait. Eh ben écoute, merci beaucoup de ta participation. Chloé Shields, je rappelle que tu es responsable du département économie, sciences de gestion et business des éditions Vuibert. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir, accueillie et merci pour cette, discussion.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.